Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit où on informe, inspire et regroupe les gestionnaires d'OBNL à travers les secteurs et à travers la province. Aujourd'hui, nous avons notre 7e épisode de notre balado L'humain derrière le changement, puis on a la chance de recevoir Dominique Daudier, qui est la directrice générale d'Envirocompétences, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en environnement. Avant de commencer, je veux juste vous inviter à mettre votre petit pouce en l'air en bas dans les commentaires et à faire vos commentaires aussi. Donc, Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane. J'espère que ça va bien, Dominique? Très bien. Bon, écoute, avant de commencer, j'aimerais ça peut-être que tu te présentes sans moi, je pourrais lire une petite présentation de notre biographique, mais ça ne me tente pas. J'aime mieux que les gens se présentent eux-mêmes. Alors, Dominique Daudier, c'est une bachelière en relations industrielles de 89, ça fait déjà un bout. J'ai roulé ma bosse au niveau manufacturier et j'ai travaillé beaucoup comme directrice des ressources humaines dans les entreprises privées. Et je siégeais sur le conseil d'administration du comité sectoriel de plastique. Et j'ai été invitée à postuler pour devenir directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement. Alors, je suis là depuis 15 ans. C'est quoi un comité sectoriel de main-d'œuvre? Juste pour ceux qui ne connaissent pas là, puissent se situer dans l'écosystème. J'ai toujours expliqué le comité sectoriel comme étant un pont, une jonction entre le marché du travail qu'il représente puis l'Emploi Québec. C'est un facilitateur. La majorité des comités sectoriels travaillent sur les mêmes missions. Il y en a combien? Il y en a 29 au Québec, des comités sectoriels, dans 29 secteurs d'activité économique. Alors, moi, j'ai celui de l'environnement. Et on est vraiment une passerelle, une jonction pour faciliter la communication, l'apprentissage, le développement des compétences d'un secteur d'activité économique propre. Écoute, aujourd'hui, je te reçois pour plusieurs raisons. La première raison principale, on va regarder ton vécu parce que tu as quand même... T'es une fille qui déplace de l'air, qui fait des projets, qui arrive avec des résultats. Fait que ça, je trouve que c'est un profil intéressant. La deuxième raison, écoute, pour ceux qui ne nous situent pas dans le temps, on est dans la période encore COVID. Donc, tout l'enjeu des ressources humaines, je veux t'entendre là-dessus. Puis la troisième raison, tu as été une des premières à avoir fait une transition d'un nom, un anagramme, vers une marque pour l'organisme. Fait que ça aussi, je veux qu'on en parle. Commençons par le début. Écoute, explique-moi, là, dans ce cheminement-là, ça a été quoi tes réalisations? Une fois que tu es arrivé de DG, tu as fait « Wow, attends, c'est ça la job ». Qu'est-ce qui a été tes premières réalisations? Mes premières réalisations, ça a été surtout d'être en mode écoute les premières semaines, en mode analyse, parce que je prenais quelque chose qui avait déjà été, qui était existant. Après avoir fait une bonne analyse, puis une bonne écoute des parties prenantes, puis du conseil d'administration de l'époque, bien, j'ai commencé par travailler un plan d'action, puis j'ai essayé d'enligner les axes stratégiques avec ce que je pensais. Je connaissais absolument rien en environnement à l'époque. Je travaillais plutôt pour un pollueur qui décontamine. Mais je me suis intéressé vivement à tout ce qui est l'industrie de l'environnement et à tous les sous-secteurs qui sont rattachés après. Puis après ça, on est passé en mode action parce que je n'ai pas l'habitude de faire du surplace. Je suis plus une fille qui est en mode action, en mode solution. À partir de ça, on a commencé à bâtir des plans d'action qui sont concrets, qui sont accessibles, dont les activités puis dont les actions sont aussi très proches du marché du travail. Mais je pense que j'ai été une fille qui a saisi l'opportunité de se coller à l'industrie de l'environnement, puis à saisir, puis à capter réellement leurs besoins pour être capable de les transposer en plan d'action. Mais il y a 15 ans, on disait-tu vraiment l'industrie de l'environnement? Oh, il y a 15 ans, il y avait déjà une industrie de l'environnement. OK, c'était déjà... Elle était probablement moins à l'avant-garde. On parlait, il y avait quand même un ministère de l'Environnement, il y avait la loi sur le développement durable existe quand même depuis de très nombreuses années. C'est sûr que dans la dernière décennie, là, on a vraiment mis de l'avant, c'est vraiment rendu une vedette, là, l'environnement comme étant un secteur de croissance et de forte c'est vraiment un secteur qui va prendre plein de place au niveau mondial, puis même au niveau provincial, etc., etc.
Mais il existe une industrie de l'environnement. Quand tu es rentré en poste, c'est-tu le bout environnement qui te faisait plus triper ou c'était plus le bout RH dans ton poste? C'était les deux. Je pouvais continuer à appliquer puis à utiliser mes compétences en gestion des ressources humaines parce que c'est une de nos missions au comité sectoriel, c'est de soutenir les entreprises en gestion des ressources humaines. Fait que là, je devenais comme un peu en conseil, ce qui est une situation qui est idéale parce que tu implantes, tu informes, tu sensibilises, tu soutiens ton industrie, puis après ça, eux autres le déploient dans leur propre entreprise. Puis l'environnement, bien, je trouvais que c'était un secteur qui m'interpellait, qui était porteur d'avenir. Puis c'est une industrie qui est extrêmement dynamique. C'est une industrie qui est très variée. C'est une industrie qui a des métiers avec des DEP puis qui a des doctorats. Alors, je trouvais que c'était très, très, très multidisciplinaire. RH, ressources humaines. Oui. Depuis 15 ans, qu'est-ce qui a changé? Puis toi, en tant que DG, qu'est-ce qui a changé dans ton environnement? Les ressources humaines, ça a toujours été un peu le parent pauvre des entreprises, avec le marketing. Fait que quand on parle d'entreprises, mettons, de 200 employés et plus, quand il y a des coupures, souvent, on y coupe au département RH ou ils coupent au département marketing. Je pense que les entreprises ont pris conscience qu'un département, puis les pratiques qui sont associées au département de gestion des ressources humaines, c'est vraiment un pilier de pérennité, de rentabilité, puis de profitabilité. Je pense que ça l'a beaucoup changé. Ça l'a peut-être pas changé à la vitesse où j'aurais voulu que ça change. Normal. Parce que je me sens comme une espèce de bâton de pèlerin qui a toujours guidé ma vie en gestion des ressources humaines. Mais on a quand même eu des belles avancées. Maintenant, pendant un bout de temps, on parlait de capital humain. Après ça, il y a des gens qui ont dit c'est pas du capital humain. C'est pas... Bon, les ressources, aussi, il y a eu beaucoup de contestations. Puis une ressource financière, ressources matérielles, ressources humaines. Je pense que maintenant, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs de tapis. Je pense qu'il faut voir l'ADN de l'humain qui est en arrière, qui travaille dans toutes nos entreprises. Puis il faut être capable de développer des pratiques qui vont harmoniser les objectifs d'affaires, puis harmoniser le bien-être, puis la santé, puis la sécurité, puis la satisfaction des gens au travail. Puis tout ça, est-ce que tu te considères en avance dans ton organisation au cordonnier mal chaussé? Non, je pense que je suis en avant. Okay. Dès le départ, j'ai implanté des mesures, j'ai implanté des outils. On a un guide de gestion chez nous qui a à peu près 300 pages, qui parle de toutes les procédures, les processus. Je me suis collé à ISO 9001 dès mon arrivée parce que je venais d'une entreprise qui était certifiée ISO 9001. Et puis, j'ai vraiment pris le meilleur des 20 dernières années comme gestionnaire de ressources humaines, puis je l'ai implanté dans dans l'organisation pour laquelle je travaille. Fait qu'on j'ai établi des conditions de travail qui favorisaient la conciliation vie-famille, la flexibilité des horaires dès le départ, des conditions de travail comme les vendredis de congé pendant la saison estivale, etc., etc. J'ai implanté tout ce que je pouvais en fonction de nos moyens, parce qu'il faut quand même être un coût. On n'a pas toujours l'ambition, on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. C'est drôle que tu l'abordes comme ça, parce que j'entends souvent des DG me dire que, écoute, j'ai pas les moyens de payer mon monde, mais je leur donne tel avantage, tel avantage, tel avantage. Fait que c'est un peu ce que vous autres avez fait. Oui. Et je pense aussi que un des éléments clés de succès de petites organisations, c'est la proximité. Puis c'est justement de gérer de façon humaine cette proximité-là. Qu'est-ce que tu veux dire par proximité? C'est d'être ensemble, de penser ensemble, puis de ne pas nécessairement tricoter sur des liens hiérarchiques qui sont trop fermes, qui sont trop balisés. OK. Là, tu parles du ensemble. On est dans une période où tout le monde est en télétravail. Oui. Je sais, parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'aller à l'entrevue, que toi, tu as ramené tout ton monde au bureau. Le 30 juin. OK. Oui, c'est quand même assez récent. Ouais. Je suis curieux de t'entendre sur tu sais quoi tes conseils à tes homologues autres DG par rapport à ça, le télétravail? Bien, il existe beaucoup de pratiques en ce moment. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de formation. Moi, je me dis, allez vous renseigner. Allez chercher
des informations. Moi, on avait des rencontres, on établit des rencontres 3 fois par semaine. Et à chaque début de rencontre, il y avait un 15 minutes qui était comme le 15 minutes personnel, où on pouvait parler d'un sujet. Après ça, j'ai amené des dynamiques, comme des espèces de jeux à travers nos réunions, où on devait, le premier jeu qu'on a fait, c'était 3 vérités, 3 mensonges. Tout le monde devait préparer 3 vérités, 3 mensonges. Après ça, on a passé un test de personnalité. Puis on a essayé de deviner qui était qui dans le test de personnalité. Puis c'est d'amener du jeu, qui des fois est fort utile, organisationnellement parlant, mais qui rapproche les gens dans le télétravail, puis qui leur donne un côté plus humoristique, plus sensible, plus humain à travers le télétravail. Parce que c'est très difficile. Pour des gens, ça a été très difficile, le télétravail pendant la pandémie. Puis même encore, j'ai l'impression que ça va, en tout cas chez nous, ça continue. Puis je pense que on ne sera pas la seule organisation là, qui va continuer à ça. Là. Bien, moi, je pense que les deux versions sont cohabitables. En ce moment, mon équipe n'est pas, en présence tout le temps. Ils ont 2 jours de télétravail qu'ils font, puis ils sont 3 jours au bureau. On a une facilité physique, architecturelle, qui fait que les gens sont tous séparés dans des bureaux individuels. Les aires communes, on a toutes pris les mesures nécessaires. Après ça, notre salle de conférence est rendue comme notre salle à dîner pour garder le 2 mètres de distance. Il y a plein de mesures qui ont été prises. Mais il y a aussi l'employé aussi qui doit être responsable là-dedans. C'est-à-dire que quand il sort du bureau ou quand il sort dans ses activités personnelles, il faut quand même qu'il fasse attention à pas contaminer ses collègues de travail parce qu'il y a des activités sociales en grand groupe. Il y a une co-responsabilité là-dedans, je pense aussi, très importante. Tu abordes le sujet par le côté un petit peu. Là, tu dis qu'il y en a qui ont souffert de la pandémie. J'aimerais ça qu'on en parle de santé mentale de DG. Tu es quelqu'un qui est à 100% dans ce qu'elle fait, avec tout ce qui vient avec, les sacrifices, ainsi de suite. Là, comment, toi, tu te protèges? Je me suis pas protégé. C'est candide, c'est parfait. Ceux qui l'écoutent, ils se disent la même chose. Là. Mon réflexe, on est revenu d'une exposition de 3 jours à Québec du Salon des technologies environnementales le 12 mars. Le 13 mars, on entendait le point de M. Le 12 mars, non, c'est vrai, on s'était parlé, je pense, la veille. Le 13 mars, on entend le point de presse de M. Legault. Le 13 mars, en après-midi, je prends la décision de fermer le bureau. On déploie tout ça, on part avec nos ordinateurs portables, puis on s'en va chez nous. Je n'étais pas préparé, mais pas du tout. J'ai le 16 mars, lundi 16 mars, tout ce que j'ai pensé, c'est faut s'enligner vers la pérennité d'Envirocompétences, ne pas faire de mise à pied, et puis être capable de soutenir toute l'industrie qui allait vivre des grandes problématiques là, au niveau main-d'œuvre et services, etc. Fait que je me suis mis en mode survie, en mode guerrière, puis je me suis complètement oublié là-dedans. Je me suis retrouvé, j'avais pas d'aménagement de bureau, j'avais pas de chaise de bureau, j'étais sur une chaise de cuisine. Je travaillais 14 heures par jour, je dînais à ma table de cuisine, je déjeunais, je soupais, j'avais mon ordinateur 14-15 heures par jour. Il fallait absolument que je me colle à la réalité. Il fallait que je sois tout le temps prime. Il fallait que je prenne les appels quand ils arrivaient. On avait des réunions Zoom à pu finir. Puis je m'occupais de mon équipe. Puis je me disais, puis à un moment donné, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai réalisé que je m'étais complètement oublié là-dedans. Qu'est-ce qui va changer dans ta gestion? Bien, prendre soin de moi, ça veut dire prendre soin aussi des autres. C'est-à-dire? Ça veut dire que si je suis dans un état de zénitude plus grand, c'est sûr que ça va avoir des impacts sur mon équipe. Fait que, on a fait une technique de respiration cardiaque. J'ai commencé à faire de la méditation le matin. Puis on a essayé de faire des séances de relaxation tout ensemble en Zoom. Il y avait une application qui existait par Apple. Bon, excusez-moi, je nomme Apple, mais c'est ma technologie. Fait qu'on a... J'ai commencé à prendre conscience... j'ai commencé à prendre conscience que m'occuper de moi, c'était aussi de m'occuper de mon équipe dans une petite partie. Là. C'est pas... mais c'est important. Puis au niveau gestion, est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer? Je pense entre autres au processus d'évaluation des risques, aux planifications stratégiques. Qu'est-ce qui va changer dans au moins ces 2 sphères-là avec ton CA?
Bien, le planif stratégique, on se pose des questions. On devait l'avoir en novembre. La semaine prochaine, je pense que j'ai une réunion avec mon comité exécutif pour voir qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai fait un SWOT la semaine dernière avec mon équipe, vraiment de façon très restreinte. Je voulais les entendre, je voulais qu'on regarde un scénario de deuxième pandémie avec deuxième confinement. Je voulais qu'on regarde sans pandémie aussi. Je voulais qu'on identifie les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, puis qu'on soit capable de travailler en mode plan de travail, là. Est-ce que la stratégie globale de l'organisation change ou c'est plutôt la façon de l'articuler qui va changer? C'est la façon de l'articuler qui va changer. Fait que vous autres, vous n'avez pas été une organisation qui, après 3-4 semaines, vous a dit, OK, au niveau stratégie, il faut revenir en arrière, puis il faut se redéployer ou il faut réfléchir. J'ai été, je ne sais pas si j'étais chanceuse ou j'avais l'intuition, mais déjà depuis à peu près 1 an et demi, je préparais la transition vers les formations web, virtuelles, par être en avant. J'ai toujours été très j'aime ça être en avant. Je fais beaucoup de veille, je regardais ce qui se passait en RH, les tendances en management. Puis pour moi, là, tout s'imbriquait là, comme dans un mur de briques. Là, puis il manquait juste le haut du plafond là, pour finir le mur de briques là, vers... puis mur de briques, dans le fond, c'est pas un mur de briques. Ça a été une opportunité pour vous oui. autres? Ça vire en opportunité, parce qu'au début, personne ne le savait, là, on s'entend. Là. J'ai vu la capacité de l'équipe de se revirer sur un dixième. Je l'ai vu, là. Il y a des fois, on la sent, mais là, je l'ai vu agir. J'ai vu l'engagement que les gens avaient de mon équipe pour l'industrie de l'environnement, puis pour l'organisation même. Je l'ai vraiment vécu à 100 %. Là. J'ai vu tout le déploiement d'énergie, de conviction, de fouet. Ça, là, pour moi, là, ça a été très révélateur. J'en suis sortie fatiguée, mais heureuse. Heureuse et allumée aussi de voir une équipe qui se rend comme ça. Oui. C'est quoi l'accomplissement que tu es le plus fier dans ta carrière à date? L'accomplissement? Bien, Envirocompétences était quand même dans une situation financière assez fragile quand je l'ai pris en 2006. Puis maintenant, on est dans une situation financière qu'on pourrait dire... Enviable. Très enviable, oui. On a su jouer nos cartes, on a su répondre aux objectifs que la Commission des partenaires du marché du travail nous fixait chaque année. On a su atteindre nos objectifs quand on déposait des projets. Ça, pour moi, c'est plus un accomplissement global qu'un accomplissement spécifique. Mais celui dont je suis le plus fier et qui n'a pas rapport au travail, c'est d'avoir une belle grande fille de 28 ans en santé. Ben, c'est important, la dynamique d'équilibre travail-famille aussi. Hein, J'ai été très fière de ma fille. Elle travaille dans un CHSLD. Puis on sait qu'ils ont été très, très, très affectés pendant la pandémie. Pas mal, oui. J'ai été une maman très fière. Pas mal. Donc déjà là, c'est un bon accomplissement. Ça fait partie de mon moi. Exactement. Mais comme DG, si on sort de la pandémie, puis si on regarde ta carrière des 15 dernières années, tu as vécu sûrement des enjeux et des difficultés. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu tes conseils face à ce qui t'a permis de passer à travers ces enjeux-là. Pas nécessairement aborder des situations particulières, mais tu rencontres une DG qui rentre en poste. C'est quoi les 2-3 choses que tu vas dire? Check ça, check ça, check ça. Bien, moi, je pense que ça prend du courage managérial. Ça veut dire puis il faut avoir de la foi dans ce qu'on fait. Quand on est convaincu de qu'est-ce qu'on va faire, le comment, il va venir tout seul, puis il va venir avec conviction. Puis de choisir, à quelque part, je pense qu'on a un choix à faire comme membre du conseil d'administration. Oui, il y a des votes, oui, il y a des ci, des ça, mais il y a des procédures. Mais à quelque part, il faut quand même un peu sélectionner les gens qui vont faire partie de ton conseil d'administration. Ah, je suis contente de t'entendre dire ça, parce qu'on dit souvent que c'est le conseil d'administration qui est le patron du DG. Puis moi, je dis toujours à mes DG, si tu veux pas te magasiner des problèmes, implique-toi dans la gouvernance. Je pense que c'est un pouvoir partagé. Oui. Parce que le conseil d'administration est fondé de pouvoir sur un paquet d'aspects de la gouvernance, puis j'en suis très à l'aise avec ça. Mais il y a aussi moi qui vis au quotidien comme DG. Les gens du conseil d'administration, on se voit 4-5 fois par année. Il y a des liens qui se tissent. Oui, il y a plein de projets qui se travaillent avec les membres du conseil d'administration.
mais dans le vécu au quotidien organisationnel, dans l'application de la gouvernance au quotidien, c'est le DG qui vient avec. Puis toi, tu es dans un style de conseil d'administration où c'est beaucoup des représentants d'eux qui sont tes administrateurs. Moitié-moitié. Moitié-moitié? J'ai des représentants d'entreprises, Oui. puis j'ai des représentants d'associations. OK. C'est vraiment moitié-moitié. Avec des collèges électoraux? J'ai des collèges électoraux, puis j'ai 4 ministères qui siègent sur mon conseil Puis d'administration. des cooptés. T'as-tu des cooptés aussi? Des cooptés, c'est des... C'est des gens qui sont là, que le conseil d'administration va chercher pour leurs compétences et non pas nécessairement qui proviennent d'une source obligatoire. Là, où, Non, j'en ai pas. T'en as pas de ça, OK. J'en ai pas. On a fait la cartographie des compétences du CA. Puis écoute, je sais pas si je suis chanceuse encore, mais tout s'est enligné. Vraiment, j'ai une belle carte d'étoiles. Les gens sont là. Écoute, j'ai des membres du conseil d'administration qui sont là depuis le début que je suis, Que je suis là. J'ai du 14, 15 ans, du 11 ans. Mais je pense que la foi, puis le pouvoir de convaincre, puis la façon dont je présente les choses, parce que je suis toujours une fille de solution, pas une fille pour dire « Ah, je vis telle chose, puis c'est plate, puis tout ça », non. Quand je présente des choses au CA, c'est toujours avec mon enthousiasme légendaire, puis peut-être que je suis une bonne vendeuse aussi, mais je pense qu'il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut avoir la carte, il faut avoir une cartographie très claire. Qu'est-ce qu'on s'attend de moi, puis qu'est-ce que je m'attends d'eux, puis qu'il y ait des échanges authentiques. En tant que fille de RH, là, tout le processus d'embauche, d'évaluation, de contrat de travail, c'est tout quelque chose, toi, sur lequel on pourrait s'inspirer. Là. Ça accroche, comme diraient certains. Toute la microgestion me revient. Les membres du conseil d'administration, c'est plus le comité exécutif qui a un droit de regard. Parce qu'ils me disent, c'est toi qui vis avec ton staff, c'est toi qui vis avec... Non, mais je pensais plus. De poste de DG. CA. Parce que moi, je rencontre des DG qui n'ont pas de contrat de travail, qui ont encore moins de processus d'évaluation. Ah non, moi, je suis blindé. Oui, mais c'est ça. Puis c'est quoi que tu as réalisé? C'est quoi ta plus grande découverte personnelle sur toi-même comme gestionnaire? Le marketing. C'est-à-dire? Je me suis découvert un nouveau dada qui est de faire du marketing. Et je pense je suis extrêmement... Je savais que j'étais une fille qui avait un petit côté artistique. J'ai fait de la poterie, du batik sur soie. Pendant toutes des années, vu que je travaillais toujours avec ma tête, j'avais besoin d'avoir un côté pour travailler avec mes mains. Mais là, je l'ai appliqué, cette créativité-là, au marketing. J'ai rendu mon nouveau dada. J'ai 21 000 contacts LinkedIn. Et je les invite moi-même, là. Tous les matins, assidûment, je contacte des gens pour qu'ils deviennent dans mon réseau de contacts. Puis j'ai beaucoup d'enlignements marketing stratégique. J'ai souvent plein d'idées que je partage avec l'équipe des coms puis du marketing. On travaille tous les trois ensemble en collaboration. Puis c'est vraiment agréable. Puis j'aime vraiment ça. Comment tu fais pour ta formation continue, ton développement personnel continu? C'est quoi, toi, ta recette? Bien, il y a un côté qui est comme self-maker, qui moi, par curiosité, je lis beaucoup de choses puis je fais beaucoup de veille. L'Ordre des conseillers en relations industrielles du Québec m'oblige, parce qu'on est agrémenté. OK, t'es membre de l'Ordre. On est obligé de se faire former. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, je m'inscris à des formations, puis je participe à des groupes de discussion, à des communautés de pratique. Moi, tout ce qui est nouveau, ce qui sort des sentiers battus, ce qui est out the box, ça m'interpelle énormément. OK. Puis, cette inspiration-là, elle te vient du Saint-Esprit ou... Je sais pas. Tu sais pas? J'ai l'hamster qui tourne tout le temps. Je suis très, très... Est-ce que tu arrives à prendre des moments pour réfléchir ou tu es vraiment tout le temps dans l'action ou tu fais attendre? Non. J'ai des moments de très grande réflexion. Puis tu les fais comment dans ton horaire super chargé pour les prendre, ces moments-là? Bien, j'ai le soir. OK. Le soir. Entre minuit et 1h du matin? Non, ça serait plutôt entre 8 et 10. Entre 8 et 10? Oui. OK. Entre 8 et 10, mais souvent les gens me disent, ils m'appellent mine de rien, parce que je vais à mes occupations, je fais mes affaires, mais ça continue tout le temps à penser. Puis saisir les opportunités, faire des liens entre les choses. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Moi, je vois quelque chose, hop, je fais un lien. Ah, ça on va faire telle chose, on va le raccorder à ça. Je suis capable
Je suis capable de tricoter. Est-ce que tu te décrirais comme ayant une dynamique entrepreneuriale? Moi, je l'ai toujours su. OK. C'est juste la vie qui m'a pas permis de partir une business. OK. Mais c'est un genre de business que tu gères, là, que tu l'as amené ailleurs. Là. Moi, tout le monde me dit que je gère Envirocompétences comme si c'était à moi. OK. Parle-moi donc de ça, Envirocompétences. Tu sais, en introduction, tantôt, j'en ai parlé un petit peu. C'est original parce que le vrai nom de l'organisation, c'est Comité sectoriel de main-d'œuvre en environnement. On appelle ça Envirocompétences maintenant. C'est le développement d'une marque. J'aimerais qu'on revienne sur la genèse, sur qu'est-ce qui a enclenché le développement de cette marque-là, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat après ça. Parce que je trouve que c'est important parce que j'essaie d'en parler à beaucoup de gestionnaires que leur marque, c'est ce qui va leur donner de la crédibilité, de l'exposure, puis qui va leur permettre de développer du financement aussi. Puis c'est pas tout le monde qui le comprend, mais j'aimerais ça que tu nous témoignes un petit peu de votre parcours, vous autres, là-dessus. Bien, la genèse est venue d'une paresse verbale. C'est-à-dire que quand j'ai commencé comme des directrices générales, j'appelais les gens, je contactais mes partenaires, puis je disais « Bonjour, je suis Dominique Daudier, directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement. » J'étais déjà fatigué. OK. Fait que là, j'ai dit non, je ne ferai pas ça à journée longue, à semaine longue, dire ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas trouver une espèce de branding? Un nom qui va capter l'attention puis qui va être propre à nous. Puis à partir de ce nom-là, on va créer une marque, une image, des canaux de graphiques, des lignes graphiques qui vont se rattacher à ça. Fait que j'ai dit, quoi de mieux que l'industrie de l'environnement pour trouver mon nom? Fait qu'on a parti un concours. OK, c'est parti. Ça, c'est intéressant. C'est pas une démarche d'un CA. C'est pas une démarche d'un CA autour de la table ou un mandat donné à un expert ou à une firme de. Non. OK. On a lancé le concours. Il y avait, je me souviens, un iPad. Je ne sais pas si c'était un iPad, mais il y avait quelque chose à gagner au bout, qui avait quand même une belle valeur, là. Et on a lancé le concours. Je pense qu'on a eu à peu près 175 personnes qui ont participé, qui nous ont suggéré des noms. Puis après ça, j'ai proposé 3 noms au conseil d'administration parce que je voulais quand même qu'ils soient impliqués dans un processus démocratique. Et puis, j'ai proposé 3 noms au conseil d'administration, puis il y en a un qui a été décidé, puis c'était Envirocompétences. Puis à partir de ça, bien, on est parti d'une petite branche, puis on a fait un arbre, puis on a monté les lignes graphiques, on a monté le style d'image et de branding qu'on voulait, puis on a tout planifié en fonction de ça. Fait que c'est comme ça qu'Envirocompétences est venu au monde. Les résultats maintenant, qu'est-ce que ça te donne de plus t'appeler comité sectoriel de main-d'œuvre en environnement? Bien, moi, je pense que c'est... tu sais, quand on parle d'un réfrigérateur, on va dire souvent, j'ai acheté un frigidaire. Bien, mon ambition, c'était que quand on parle de main-d'œuvre en environnement, qu'on parle d'envirocompétences. OK. Fait que je me suis basé sur ces principes marketing-là. Puis je me suis dit, bien, j'aimerais ça qu'on devienne la référence de la main-d'œuvre en environnement, puis des compétences en environnement. Fait que tout a tourné autour de cet objectif ultime-là. Puis on a travaillé dans ce sens-là pour être capable de développer le branding puis développer l'image de marque d'environnement. Est-ce que tu dirais que ça fait une différence au quotidien? Je crois que oui. OK, tu crois que oui? Maintenant, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu connais le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, c'est quoi ça? Puis tu vas demander dans mon industrie, est-ce que tu connais Envirocompétences? Ah oui, Envirocompétences! Parce que tout le monde nous voit partout. On a créé une image, on a créé un logo, on a créé des couleurs qui nous sont propres, on a une charte graphique, on a... Tout est concocté en fonction d'Envirocompétences. En outre au gros salaire, puis mettons la limousine que ça amène à directrice générale, là, pourquoi tu choisis ce job-là? Puis c'est quoi les raisons qui te gardent motivé puis rester travailler fort? Là? Bien, c'est ma passion. Comme tantôt, je te parlais, ma fouet. J'ai pris conscience de tout l'impact environnemental qu'on peut avoir comme citoyen, des générations futures. Ça m'interpelle beaucoup. Moi, avec toute la naïveté que je peux faire preuve, c'est d'avoir les coups des franges puis avoir les 2 mains sur le volant. Je voudrais pas conduire avec... Même, tu dis que tu as les coups des franges, tu as les 2 mains sur le volant, mais tu as quand même un conseil d'administration. Oui. Parle-nous de ça, parce qu'il y en a beaucoup
Moi, le premier, qui se voit mal ou qui voit des fois, je rencontre des DG au quotidien là, qui me le disent, là, le DG, le CA, c'est un mal nécessaire. Ça n'a pas l'air, t'as pas l'air à le décrire comme ça. Non, moi, ce sont des proches collaborateurs. OK. Parle-nous de ça, cette relation-là. C'est une relation de proximité. C'est une relation. Je ne joue pas de game. Je ne joue pas dans les couloirs. Je ne fais pas dans le faux. Je suis une personne qui est authentique. Puis à 54 ans, je me dis, j'ai le luxe de me payer cette authenticité-là. Parce qu'on peut-être pas qu'on peut se payer à 30 ans quand on commence notre carrière, etc. Mais à 54 ans, tu sais, j'ai ce luxe-là. Fait que j'ai une relation de proximité avec les membres de mon CA. J'ai des gens exceptionnels autour de mon conseil d'administration. Ils sont participatifs, collaboratifs, ouverts. Il n'y a rien d'autre pour décrire ça. C'est vraiment une collaboration. Les membres de mon CA, ce sont des collaborateurs. Oui, ils supervisent mon travail. Oui, ils voient à l'utilisation de l'argent de façon optimale, dans le respect des règles. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je leur donne toujours la bonne information. Et moi, je dis à mes membres d'équipe, si vous me donnez la mauvaise information, je prends la mauvaise décision. Si vous me donnez une information qui est claire et qui est précise, je vais être capable de prendre une décision claire et précise. Et je fais la même chose avec les membres de mon conseil d'administration. J'ai un tableau de bord, on voit tous les ratios, on voit plein d'indicateurs de performance. C'est eux autres qui ont choisi les indicateurs de performance qu'ils voulaient avoir. J'ai des états financiers dont on voit les ratios de dépenses, les ratios, tout est synchronisé, tout est visuel, tout est peaufiné. Et pour moi, c'est extrêmement important de leur donner de l'information claire, précise, just in time. Et à tous les mois, je leur fais une espèce d'état de la situation. Voici ce qui se passe au comité sectoriel, voici les projets, l'avancement des projets. À tous les conseils d'administration, je leur donne un immense tableau de projets. Tout est interconnecté ensemble, les sommes d'argent dépensées, les sommes d'argent reçues, l'avancement des projets, les commentaires. Tout est vraiment... je pense que c'est la voie d'une gouvernance saine, d'avoir des chiffres qui parlent, d'avoir des bons indicateurs, puis avoir de l'information qui est claire. Puis, quand tu es arrivé en poste, il devait te manquer des morceaux. Là. Personne qui arrive qui connaît tout. Qu'est-ce qui quand tu es arrivé, tu as dit ces compétences-là, moi, ça me les prend. Bien, je viens d'une entreprise qui était très innovatrice, qui était dans les fleurons des entreprises du Québec et qui était extrêmement novateur. J'avais déjà, en 2005, un tableau de bord en santé et sécurité au travail. J'avais déjà un tableau de bord sur le taux de rétention, mon taux de roulement, mon taux d'absentéisme. Fait que, dans le fond, j'ai amené le meilleur de l'entreprise pour laquelle je travaillais pendant 7 ans. Puis j'ai amené le meilleur, puis je l'ai intégré au comité sectoriel. Puis je pense que c'est l'expérience qui a parlé, puis qui a fait foi auprès des membres de mon conseil d'administration de ce que j'étais capable de faire. Mais pour moi, c'était extrêmement important que la gouvernance puis le conseil d'administration, que ce soit une entité qui est vraiment bien campée, bien collée avec le monde réel, puis que c'est pas... je parle pas pour rien dire, puis j'ai pas le temps de parler pour rien dire. Tu as combien d'administrateurs? J'en ai 18. Tu as 18, c'est chaud, OK. Juste là, tu as un beau défi, là. Oui. C'est quand même un gros CA, là, à 18. Oui. À 18, avec des représentants d'organismes qui ont leurs intérêts à eux puis qui doivent un peu tirer la couverte de leur bord aussi. J'ai un membre j'ai 4 membres sur 18 qui sont là depuis 15 ans. OK. Est-ce que pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient? Non, moi, je pense que ça doit être les deux. Moi, je pense qu'il doit y avoir un noyau dur. 15 ans, c'est quand même long, 15 ans. Oui. Mais j'ai un noyau dur d'administrateurs qui connaissent l'historique, qui ont vécu ensemble. On a vécu ensemble toutes les épreuves, les obstacles, les défis, les enjeux. Puis j'ai des administrateurs qui, on sait qu'il y a plein d'entreprises en environnement qui s'achètent, qui se fusionnent, etc. Fait que j'ai des administrateurs qui restent 3, 4, 5 ans. Fait que puis j'ai des nouveaux qui arrivent, fait que ça donne la fraîcheur, ça donne un autre regard.
J'ai des administrateurs qui sont RH, puis j'ai des administrateurs qui sont Environnement. vice-présidents, tu sais, qui sont plus de nature, de formation environnementale, un ingénieur. Fait que j'ai vraiment une belle diversité au sein du CA. J'ai moitié femme, moitié homme. J'étais en principe d'équité. Puis c'est ça. On est éco-responsable, on est certifié Recycle Québec, 2e niveau. Prochainement, normalement, on va rentrer dans le processus du calimètre, qui est une espèce de diagnostic de l'état de santé organisationnel. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, comment ça tu vas en calimètre? Pourquoi j'attendrais que ça aille mal pour m'évaluer? J'aime mieux m'évaluer quand ça va bien. Bien, le processus d'évaluation devrait être au quotidien. Là. Fait que c'est ça. J'aime mieux m'évaluer quand ça va bien, puis être capable après ça de renforcer mes faiblesses, puis de jouer sur les faiblesses qu'on peut avoir. C'est tout. On parlait du CA, mais j'aimerais ça qu'on parle de la relation entre la direction générale et la présidence. Je ne sais pas si tu es un président ou une présidente. 2 coprésidents. Tu as 2 coprésidents. Syndical et patronal. OK. Tout pour ça compliqué. Ça va très bien. Comment on fait pour que ça aille très bien? Transparence. Transparence, ça veut dire les vraies choses. Pas avoir de dossiers cachés. Moi, en tout cas, c'est ma marque de commerce. Puis des gens qui te font confiance. Puis les gens qui ont une... La relation de confiance est importante entre les administrateurs et le DG. Oui. Puis ils savent que je vais tout faire pour livrer la marchandise. Puis que je vais tout faire pour atteindre mes objectifs. Puis l'engagement, je pense qu'ils sentent l'engagement de ma part, puis je sens l'engagement de leur part aussi. Fait que syndical, patronal, j'ai toujours eu ça depuis le début. Puis ça a toujours bien fonctionné, puis c'est pas le même au niveau syndical, ni au côté patronal. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas le même? Ben, je veux dire, ils changent des fois, OK. 4-5 ans. C'est pas eux autres qui sont là depuis 15 ans. Non. Mais j'ai un patronal qui est resté membre du conseil d'administration, mais qui l'a été pendant 8 ans. Après ça, j'en ai un autre qui est arrivé. Fait que c'est pas une question de... la clé du succès, c'est d'avoir les mêmes gens au comité exécutif puis patronal syndical, non. Mais c'est d'avoir des gens qui croient en toi, puis toi, tu crois en eux, puis il y a comme une relation de réciprocité, puis une relation de proximité avec les gens. Tu parles de proximité. Dans certains cas, les DG sont un peu comme dans une tour d'ivoire, tu sais, très axés sur certains dossiers dans leur bureau, ainsi de suite. Toi, tu fais comment pour rester en contact avec tes clients, avec tes partenaires, puis trouver du temps pour t'imprégner encore de ce qui se passe sur le terrain? Mais je suis pas souvent dans mon bureau, moi. Je suis plus une fille de terrain. Puis je remémore l'époque où j'étais directrice des ressources humaines. J'étais tout le temps dans l'usine. J'étais toujours avec les employés d'usine. Parce que j'ai besoin de me connecter à mon environnement. Mais est-ce que tu t'impliques ailleurs? T'es-tu impliqué ailleurs? Oui, j'étais sur le président du conseil d'administration de la Fondation québécoise en environnement. En ce moment, je suis sur le conseil d'administration du Conseil des entreprises en développement durable. J'étais sur le conseil d'administration d'un centre de tri. Je m'implique beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé avec le réseau des femmes en environnement. Je travaille avec le conseil patronal en environnement. Je m'implique beaucoup. Tes implications sont reliées à ton travail beaucoup. Oui. Est-ce que tu as des implications personnelles qui ne sont pas reliées au travail, qui te gardent... Bien, comme je te dis, je fais des arts. J'ai fait de la poterie pendant très longtemps. Depuis 2 ans, moins. Mais, te considères-tu workaholic? Pas du tout. OK. Passionné, c'est tout. OK. Quand c'est le temps de s'amuser, je m'amuse. OK. Puis quand c'est le temps de travailler, je travaille. Parfait. Mais c'est sûr que ma source d'engagement est peut-être pas la même que d'autres. Mais je respecte les autres, mais moi, les autres me respectent là-dedans. Mais je travaille pas 22 heures par jour, là. C'est mieux de travailler une bonne heure que de travailler 3 heures à tourner en rond. Fait que c'est pour moi la façon la plus optimale. Je me connais, je me respecte. Exemple, j'ai besoin de concentration pour écrire un texte ou un mémoire. Ça, c'est... Bien, je vais le faire le matin. J'irai pas me taper ça l'après-midi. Je sais que je suis plus bas de l'après-midi. Fait que tu apprends à te connaître, tu apprends à te cerner, tu apprends à connaître les moments dans une journée où tu es le plus efficace. Puis tu utilises cette efficacité-là pour travailler sur des dossiers qui requièrent une certaine compétence. Puis dans l'après-midi, ben, c'est d'autres choses. Tu es une fille de RH, tu es une fille de compétences, développement de compétences. Tu es aussi DG. Dans le développement des compétences pour devenir DG,
tu as quoi comme analyse de qu'est-ce qui fait le plus profondément défaut à travers Parce que dans ton organisation, tu soutiens beaucoup de DG, parce qu'il y a une partie on s'entend que c'est un des 14 secteurs, c'est tout le volet environnemental. Il y a beaucoup de coaching aussi. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton vécu par rapport à ce que tu vois, puis des conseils que tu pourrais donner à ceux qui écoutent, qui sont pas nécessairement des DG, mais qui sont peut-être des DG en devenir, mais qui sont au moins impliqués en gestion d'un OBNL, donc avec toutes les réalités qui viennent avec, la gouvernance, les ressources un peu plus limitées, les cadres réglementaires. T'sais, gérer des OBNL, c'est pas gérer une entreprise privée, on s'entend, là? Non. Puis ça, c'est la plus grande surprise de beaucoup qui arrivent d'ailleurs puis qui se rendent compte que l'OBNL, c'est d'autres choses, là. Mais tu peux gérer une OBNL comme si c'était une petite entreprise. C'est la finalité qui est très différente. La mission. La mission, puis le fait de ne pas générer de revenus. C'est-à-dire de ne pas encaisser le profit. Mais pas encaisser le profit. Pas encaisser le profit. Ça veut dire que ne pas mettre, tu sais, comme quand tu mets pas d'argent dans tes poches. Entreprise, c'est ça. Fait que c'est toujours réinvesti dans l'organisation, ce qui est très louangeable et très noble en soi. Puis c'est la mission qui guide ça. Fait que moi, je suis une fille de mission. On me donne une mission, je pars en mission. Au niveau des compétences pour ce qui est de devenir directrice générale ou pour peaufiner les compétences de directrice générale, bien, il y a l'authenticité managériale. Ça, pour moi, là, tout le monde... Mais c'est une compétence ou ça rentre plus dans une aptitude ou un savoir-être? Ça se développe. Ça se développe, OK. Pour moi, une compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être, puis une attitude. OK. Fait que ça relie 3 éléments. Savoir-faire, savoir-être, puis attitude. Fait que pour moi, l'authenticité managériale, ça peut se développer. Tu définis ça comment? Explique-moi un petit peu ta vision de ce terme-là, authenticité managériale. C'est de croire en ce qu'on fait, puis d'être capable d'être responsable de ce que l'on est, puis des décisions qu'on prend. Donc, c'est l'imputabilité un peu aussi. Oui, mais il y a plus un petit côté humain à l'authenticité managériale. C'est avoir le courage de ses opinions. Est-ce que tu rapproches ça de l'intelligence émotionnelle aussi? Oui, ça peut être connecté. Oui. Mais c'est avoir le courage de ses opinions. OK. Puis souvent, les gens de mon équipe, ils finissent ma phrase, je dis tout le temps, je me prends pas au sérieux, je prends ce que je fais au sérieux. OK. Fait que s'amuser, à quelque part, avoir du plaisir à travailler. Après ça, c'est sûr que toute l'infrastructure en gestion des ressources humaines, ça devient un atout. Puis c'est souvent négligé. Parce qu'on dit qu'on est dans une petite équipe, on n'instaurera pas des procédures ou des processus puis des outils en gestion des ressources humaines. C'est déjà... Souvent, on ne les connaît pas non plus, les outils. On les connaît pas. On vit des symptômes. On a un problème X avec des employés, on a des conflits, mais on ne comprend pas le symptôme s'attache à quoi, puis c'est quoi l'outil qui va solutionner le symptôme non plus. Ouais. Mais à la base, si le fondement de la gestion des ressources humaines est déjà établi, il y a énormément de liens et de solutions qui vont se greffer déjà. Mais à la base, s'il n'y a pas de gestion des ressources humaines claire, si les descriptions de postes, il y a encore des entreprises qui n'en ont pas. Un programme d'évaluation de performance, les gestionnaires disent « Ah, j'ai pas le temps, je le ferai pas », puis ils laissent traîner ça. L'employé attend son évaluation. Mais moi, j'en fais plus maintenant une fois par année. Moi, je le fais une fois par mois, une fois par trimestre. On a changé notre façon. Mais à la base, il faut que tu t'assoies avec tes employés pour te donner du feedback. Puis après ça, au fil du temps, les outils vont se greffer, puis vont se développer et évoluer pour que ça devienne une gestion des ressources humaines qui est adaptée en fonction de l'équipe, puis en fonction des enjeux RH, là, puis de la satisfaction qu'on a au travail. Mais si à la base, on ne fait rien, moi j'ai un manuel d'employé, on a des procédures, on a un processus, on a un guide de gestion, on a un protocole d'évaluation, on a des comités de gestion toutes les semaines avec des outils qui sont associés au comité de gestion. Il y a un partage qui se fait toutes les semaines. Chacun des départements a une réunion déjà dans mon agenda. Ils viennent me parler, c'est quoi le plan de travail de la semaine, quelle difficulté que je rencontre cette semaine ou la semaine passée, puis on discute ensemble. C'est d'avoir un dialogue ouvert. Fait que les gestionnaires souvent focusent sur les opérations, alors que le côté humain puis le côté stratégie, c'est ce qui va faire la pérennité souvent de l'organisation. Quand tu es 3 ou 4 dans une organisation, tu fais comment pour mettre tout ça en place?
Mais écoute, tu vois sur mon site, puis on a un guide de gestion des ressources humaines. Ah, OK. On a un guide de gestion des ressources humaines qui contient 108 outils, qui a une partie de ma vie là-dedans, comme directrice RH. Puis tes outils sont applicables dans... Mais j'imagine que le comité sectoriel en économie sociale, parce que beaucoup de gens qui vont nous écouter sont en communautaire ou en économie sociale, au moins vont avoir cet axe-là. Il y a beaucoup de comités sectoriels qui offrent des guides de gestion des ressources humaines. Moi, à travers ça, il y a plusieurs guides qu'on a. Guide de reconnaissance au travail, guide de télétravail, on a fait la mise à jour. On vient de tout faire la mise à jour de nos guides cet été. Fait que tes outils ne sont pas purement environnementaux. Ils vont servir à d'autres types d'organisations. D'autres types d'organisations qui peuvent mettre ça en place, là. Ce qui fait la différence entre moi et un autre comité sectoriel, c'est l'industrie dans laquelle on travaille. Mais les enjeux qui sont reliés au secteur d'activité économique... C'est des humains. C'est des humains. Puis, il y a des secteurs d'activité économique qui sont en croissance, il y en a d'autres qui sont en décroissance. Là, il y a peut-être des variations sur les enjeux. Mais la main-d'œuvre restera toujours la main-d'œuvre. Que tu sois en déficit de main-d'œuvre ou en surplus de main-d'œuvre, les enjeux peuvent changer. Mais à quelque part, là, on ne refait pas à roue. On ne réinvente pas à roue. Là. Il y a 15 ans, je me retrouvais devant les mêmes enjeux. Mais est-ce que les générations vont faire que la roue va réinventer? Est-ce que travailler avec des millennials, c'est différent que... Est-ce que les outils qu'on a besoin de mettre en place vont être différents que travailler avec des boomers? Là, je vois les deux extrêmes, là, mais c'est plus pour illustrer le propos, là. Je vais peut-être paraître bien simpliste, mais c'est surtout dans le comment que ça change. Le besoin de reconnaissance, là, toi puis moi, on en a besoin. Ouais. Mais comment il se déploie le besoin de reconnaissance, là, les générations vont changer. Et le comment va changer d'une génération à l'autre. OK. Fait que ce que toi puis moi, on avait besoin, ils n'en ont plus besoin de cette reconnaissance-là. C'est différent maintenant. Très différent. Je pense que c'est dans le comment. Mais si on prend les besoins fondamentaux, puis qu'on prend les besoins secondaires, ils vont rester pareils dans la pyramide de Maslow. C'est le comment on va le développer, puis qu'est-ce qu'on va attacher à ce besoin-là, qui d'après moi, change. Mais je travaille avec des gens qui ont l'âge de ma fille en ce moment dans ma propre équipe. Oui, ma façon de les aborder, oui, ma façon de travailler avec eux autres va être différente, mais c'est dans le comment. C'est pas dans l'ADN du travail, c'est dans le comment, je pense. Je ne suis pas une sommité en ressources humaines, mais c'est ce que je fais au quotidien. J'ai une directrice de projet qui travaille avec moi depuis 14 ans. Notre façon de fonctionner est à nous. Elle est applicable, elle est exportable, mais est à nous. Mais la personne qui travaille avec moi, elle travaille avec moi, on est en symbiose. Mais on est de la même génération à peu près. Quand je travaille avec quelqu'un qui a 27 ans, je vais travailler dans les mêmes objectifs. C'est le comment je vais travailler qui va être différent. OK. Fait qu'il y a une certaine adaptation qui est nécessaire, mais qui, en tant que tel, on doit prendre en considération à peu près les mêmes choses. Oui. Si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, là, c'est un peu ça. Puis ça doit être la même chose à peu près avec tes administrateurs aussi. Quand tu fais à 18, tu veux les connaître un peu personnellement, chacun, Moi, quand j'ai un nouvel administrateur, je prends la peine d'aller dîner avec lui. Ça, je suis content de l'entendre dire parce que je le vois pas souvent. Ah, et après ça, on a un guide pour le nouvel administrateur que j'ai conçu, personnalisé. Il est boudiné avec son nom, puis on a toutes les procédures, les processus, les derniers PV, le dernier plan d'action, la dernière édition de compte, tous les éléments stratégiques importants pour un nouvel administrateur. Donc, ton rôle dans le processus d'accueil, d'intégration, tu t'es donné une responsabilité qui, dans certains autres cas, on dit que c'est la présidence à faire ça, mais dans ton cas, puis moi, je pense que ça fait partie du succès, là. Je vous le dis, là, c'est de toutes les discussions que j'ai sur la gouvernance, s'il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que le recrutement et l'accueil des administrateurs faisaient la différence. Sur ceux que. Je reviens encore à mon idée de symptômes. Là, quand tu as des problèmes avec tes administrateurs, reviens sur ton processus d'embauche, ton processus de recrutement et ton processus d'accueil. Là. Tout à fait. OK, puis. Ah non, moi, c'est très important l'intégration. Est-ce que tu considères que c'est la même chose au niveau de tes employés aussi? Oui. Moi, je pense que l'intégration, c'est une clé du succès pour être capable de retenir les gens. Retenir et clarifier le rôle. Puis c'est dans les premières semaines que le ton se donne, que la couleur se pose.
on voit toute la relation, on voit toute la connectivité qui se passe, puis c'est dans le processus d'intégration qui est le meilleur. Et je dois vous dire que c'est dans le temps de la pandémie, là, ça a dû être horrible pour les entreprises puis les DRH d'intégrer des nouvelles personnes en télétravail. Ça, c'est un enjeu majeur. Comment on va faire pour intégrer des gens dans un mouvement de télétravail? Ça, il faut leur sortir complètement de nos méthodes traditionnelles. Le travail à distance va impliquer beaucoup de choses. Là. C'est pas, comment tu vas intégrer quelqu'un que tu vas mettre en télétravail tout de suite? C'est une bonne. C'est un questionnement. Parce que moi, j'ai vécu un conseil d'administration en Zoom, si on ne peut pas le nommer. Puis quand je suis sorti du Zoom, j'ai trouvé que c'était impersonnel. J'ai trouvé que ça manquait d'émotion, que ça manquait de sentiments. Oui, c'est très efficace, par exemple. Oui, ça coûte. On a fait ça en 4 heures, ce qu'on fait en 6. C'est ça. Mais la fraternité qui cohabite au sein du conseil d'administration, l'espèce de plaisir que les gens ont à se revoir, qui est dans le fond une opportunité de réseautage puis de maillage aussi, ils l'ont pas eu. Je suis curieux. Tu rouvres une porte là, dans ce que tu dis là. Vous faites beaucoup d'activités de formation. Oui. Nous aussi, on fait beaucoup d'activités de formation, de l'événementiel aussi. Vous en faites aussi. Bon, c'est deux. La pandémie nous a amené à tout transformer en numérique. On sait qu'on va être dans le numérique pour au moins 2 ans, là, sans pouvoir revenir à du présentiel d'une façon. Comment on va. C'est quoi tes réflexions face à ce que tu viens d'exprimer comme besoin? Comment on va combler ça dans cet environnement numérique-là où c'est un must, là? Bien, on est en train de cogiter là-dessus. La semaine passée, on a commencé la réflexion. On a identifié les faiblesses de la formation virtuelle. C'est-à-dire, justement, comment dégager le charisme d'un formateur en Zoom. Tout tough. Plus tough. L'espèce de lien qui se crée entre les participants, l'espèce de mouvance, de mouvement, d'enthousiasme ou de joie ou d'inquiétude quand on suit une formation. Mettons qu'il y a un sujet qu'on parle puis que, tu sais, c'est un sujet délicat, les gens vont se rassembler autour de ce sujet-là puis ils vont partager leur vécu. En Zoom, c'est pas du tout pareil. Nous autres, on est encore en réflexion. Je suis encore en train de penser. On a trouvé une espèce de solution en amont. C'est-à-dire que nous autres, notre marque de commerce, c'était l'accueil qu'on faisait aux gens quand ils venaient dans notre salle de formation. Tous les petits soins qu'on avait à leur égard, toutes les attentions, les lunchs écologiques, les lunchs véganes, etc. Même les petites cocardes qu'on fait. On n'a plus rien de ça. On n'a plus rien de ça. L'accueil à la réception. On avait une télévision à l'accueil qui disait « Bonjour, bienvenue au groupe de co-développement sur telle affaire ». Puis on voyait le nom des personnes affichées sur le téléviseur. C'est fini, là. Fait que là, on était obligé vraiment là, de se sortir de ce mode-là puis se dire comment on va faire pour garder notre marque de commerce. Puis ça en faisait partie, l'accueil puis nos formations. Fait que là, on a trouvé des solutions. On a commencé à penser à faire des vidéos qui vont accueillir la personne qui va suivre une formation. Fait que là, ils veulent tous que ça soit moi, là, mais je n'y tiens pas du tout. Mais là, on ferait comme une espèce de mini-vidéo. On dirait « Bonjour, vous venez de vous abonner ou vous venez de vous inscrire à la formation sur la décontamination microbienne, parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Bienvenue à votre nouvelle formation. Voici quelques indications, tatati tatata. » Fait qu'on va essayer de personnaliser l'accueil qui va conduire à la présentation Zoom ou whatever, là, WebEx ou... Fait qu'il y a encore beaucoup d'essais-erreurs puis du travail à faire sur ce défi-là là, de numérisation. Puis je pense principalement à l'acquisition des compétences. Je regarde, là, on est en période de rentrée. Là, je pense à tous ceux qui vont rentrer au collégial puis à l'université, mais 100% à distance. Là. Il y a des bouts de contact humain qui vont nous manquer aussi là, sur une période de temps. Mais on y pense. C'est comme on se demande, est-ce qu'on pourrait pas, à des moments clés, après les formations, réunir comme un petit groupe de gens, comme 4 personnes pour la remise de leur diplôme.
Est-ce qu'on pourrait pas... Tu sais, il y a vraiment des trucs à aller chercher. Je pense qu'il y a des sources de créativité on peut faire preuve. Est-ce qu'au lieu d'envoyer le diplôme par courriel en PDF, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Faire une livraison spéciale. Il y a vraiment des choses à aller trouver, puis j'ai bien l'intention de le faire. La créativité va être nécessaire, plus que jamais. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de détachement professionnel un petit peu. Est-ce que c'est possible dans ton cas? Puis si oui, comment tu fais ça? Bien, j'ai appris la technique de méditation. Ça fait quand même quelques mois. T'en parlais un petit peu tantôt, hein? Ça m'aide à me détacher effectivement de la passion qui m'habite. Mais j'ai lâché prise. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça faisait partie de moi intégrale, le travail. Tu penses-tu à la retraite? Non. Pas du tout? Non. T'es encore trop jeune? Ben oui, 54. C'est tout jeune encore. Oui. Mais non, quand on décide de lâcher prise puis de décider... Mais sans la retraite, tu penses pas changer de poste non plus. Je veux dire, tu te vois encore un bon bout de temps dans cette organisation-là. Écoute, j'avais pris le poste de directrice générale à l'époque, en 2006. Je m'étais dit 3, 4, 5 ans. Ça fait 15. Oui. Fait que je suis pas divinatoire, j'ai pas de boule de cristal. Tant et aussi longtemps que ça répond, il faut que je sois stimulé, il faut que je sois engagé, il faut que je sois... Mais est-ce que je me trompe en disant que Envirocompétences, c'est pas mal, Dominique, en termes de ce que ça ressemble puis où c'est rendu? Oui, ça avait été identifié comme menace. OK. Parle-moi-en un peu. Comment tu perçois ça? J'ai été flatté, parce que j'ai pris ça comme un compliment. Puis, mais d'un autre côté aussi, j'ai trouvé ça un peu lourd sur mes épaules. Est-ce que ça met en danger le processus de relève? Bien, il a déjà enclenché le processus de relève. Bien, je m'en doutais, là. Avec tout ce que tu m'as dit, c'est RH, c'est sûrement quelque chose qui a été mappé en quelque part. Non, il est enclenché le processus de relève. Normalement, on devait commencer la phase 1 du processus de relève. Puis là, on s'est fait un peu damer le pion par la pandémie. Mais il va s'instaurer graduellement. Comment je sais pas. J'essaie de pas prédire ce qui va se passer en termes de plan personnel, professionnel personnel. Moi, tant et aussi longtemps que je suis heureuse, que je m'accomplis, que je rayonne de projets, je serai probablement toujours au rendez-vous. La journée où ça sera que récurrent et redondance, probablement que c'est là que je tirerai ma révérence. Il y a quelques années, les comités sectoriels ont vécu des restrictions importantes par un parti politique X. Puis, comme beaucoup de secteurs, d'ailleurs. J'avais senti chez moi une descente d'intérêt. Maintenant, on est assez autonome, on a créé de la richesse, entre guillemets, là, qui fait qu'on a quand même une marge de manœuvre pour avoir de l'autonomie, ce qui était l'objectif pour moi. Arrêter de dépendre entièrement des sous des autres, puis avoir une marge de manœuvre d'autonomie. On l'a atteint, là. Alors, tant mieux, puis on a l'intention de continuer cette façon-là, mais... Ma dernière question, Dominique, pour en terminant, je pose tout le temps la même question à tout le monde, puis des fois, j'ai des réponses qui sont similaires, d'autres fois, c'est très différent. Quelqu'un qui arrive en poste, si tu as un conseil à donner à une DG, je dis une parce que 75 78 sont des femmes, là, c'est quoi? Ça va être quoi ton plus grand conseil à quelqu'un qui arrive en poste? Observe. C'est fou. Tu dis OK. Écoute. C'est ça. OK. Tout le monde dit la même chose. J'adore ça. J'adore parce que vous parlez pas, mais vous arrivez pas mal tous avec la même réponse. Oui, puis agis. Ça, c'est ma troisième. Ça, parce qu'il y en a qui écoutent, observent, puis ils stagnent. À un moment donné, il faut plonger, là. Il faut faire un saut de bungee, là. Faut agir. Il faut agir. Dominique, je te remercie de ton témoignage. C'est moi qui te remercie, Stéphane. Je te remercie de ton temps. J'espère que vous avez apprécié. On est ouvert à vos commentaires. Vous pouvez nous envoyer courriel à info@espaceobnl.ca. Je vous invite à regarder les autres épisodes pour rencontrer des gens super inspirants et des vécus qui sont pleins de notions importantes et intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.